ce n'est un secret pour personne que la naissance de l'AES a suscité tellement de commentaires. D'un côté, ceux plus nombreux sur le continent qui rêvent de voir cet exemple réussir et constituer un modèle de la souveraineté et d'union. Et de l'autre, ceux qui y voient une aventure sans lendemain et qui s'attendent à ce qu'elle se ramasse, qu'elle échoue pour que revienne l'ancien système. Alors, M. Diop, quel bilan aujourd'hui? Que peut-on clairement à cet acte mettre au crédit de l'AES qui est né il y a 20 mois déjà? Sur le plan de la sécurité, il y a des forces, des opérations conjointes. Justement, parce que c'est la sécurité qui était déjà le premier élément qui vous permet de vous mettre ensemble pour, on va dire, faire front commun. Est-ce que sur ce terrain-là, il y a eu des avancées? Est-ce qu'il y a moins d'attaques? Est-ce qu'il y a moins de violence? Est-ce que vous gagnez du terrain aujourd'hui? Globalement, le niveau de sécurité, d'insécurité a baissé dans les trois pays et nos forces armées sont aujourd'hui à l'offensive, gagnent des points, détruisent des bases terroristes, certains se rendent, le travail se poursuit naturellement. Aujourd'hui, il y a des gains importants, même sur le plan de l'équipement, la coordination de nos opérations et le fait qu'aujourd'hui, nos unités travaillent comme dans un seul théâtre d'opération militaire. Mais pourtant, là, on a écouté récemment au Niger qu'il y a eu des attaques, il y a eu beaucoup de morts, dans des conditions atroces. Alors, de plus en plus, on écoute certains, surtout au nord, dire que non, finalement, la chose s'est plutôt aggravée, que la situation s'est détériorée. Monsieur le ministre. Non, la situation ne s'est pas détériorée. Vous savez, les ennemis, ils font feu de tout bois pour décourager notre population, pour montrer à notre population que nos leaders vont les amener droit dans le mur. Ça ne va pas réussir. Mais et ces pays qui sont là en train de faire de compter les morts, où est-ce qu'ils étaient quand il y a eu ces morts? Où est-ce qu'ils sont? Qui est parti sur le terrain pour compter les morts? Les chiffres, c'est à nous de les donner. Ce n'est pas à quelqu'un qui n'est pas sur le terrain et qui n'a rien à voir avec cette opération. Vous avez le sentiment que ces chiffres ne sont pas justes aujourd'hui? Ils ne sont pas justes, c'est clair. Les chiffres ne sont pas justes. Quoi qu'on dise, nous, on ne cachera pas des morts. Parce que c'est perdre notre crédibilité. Mais il y a quelques jours, là, on a vu quand même pas mal de morts. Il y a eu une attaque assez violente. Je vais y arriver. Nous avons eu des morts. Ces morts ont des familles. Ces familles, tous les morts, c'est au Niger, les gens se connaissent. Si on donne des faux chiffres, c'est très facile pour la population de s'en rendre compte. On n'a pas intérêt. Ce n'est pas de notre culture de cacher des morts. S'il y a eu des morts, on va les dire. Et l'attaque qu'il y a eu la dernière, c'est une patrouille, c'est des pirogues, des gens qui étaient dans des pirogues qui ont été attaqués. À la frontière béninoise. À la frontière béninoise, c'est une patrouille, elle a été attaquée. On a arrêté des morts. Les chiffres que les réseaux sociaux, que les médias donnent, ne correspondent pas à nos chiffres. C'est vrai qu'on a arrêté des morts et c'est une guerre. Et dans une guerre, il y a toujours des... Mais est-ce que très concrètement, il y a moins d'attaques aujourd'hui qu'avant le départ des forces occidentales? C'est clair, il y a moins d'attaques. Aujourd'hui, si ce n'est pas les attaques sporadiques que nous avons de par-ci, par-là, les terroristes attaquent de moins en moins à nos militaires. Ils savent où sont nos militaires. Ils ne partent pas s'attaquer. Ils s'attaquent à la population qui est sans défense pour faire des actions d'éclat, des actions de camp. L'avant-dernière attaque d'ampleur qu'il y a eu au Niger, c'était d'abord un vendredi, les 10 derniers jours de Ramadan, et les gens étaient en prière. Quand les terroristes sont rentrés pour tirer de façon sans discernement sur des fidèles qui étaient en prière, aujourd'hui, les forces se sont adaptées. Avant, il y avait les attaques parce que nos forces étaient stationnées, elles étaient là. C'est quoi la différence aujourd'hui? Les forces bougent ou c'est quoi? Qu'est-ce qui peut faire que d'un coup, ce qui était fort hier, qui faisait beaucoup de morts, est reculé? Qu'est-ce que vous avez de neuf? Il y a plusieurs neufs. Le premier, c'est que le commandement a changé. Avant, c'était des Blancs qui étaient là. Quand il y a des attaques, il fallait attendre 3 heures, 4 heures. Il fallait que les Français décident de donner l'ordre de contre-attaquer pour qu'on le fasse. Et ça ne les arrangeait pas. Ils ne le faisaient jamais. En tout cas, ils prenaient leur temps. Ils n'étaient pas pressés de le faire. Aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité ont gagné en autonomie. Aujourd'hui, le commandement est burkinabé, malien, nigérien. Donc, c'est la première des choses qui a changé. La deuxième des choses qui a changé, c'est que nos forces se sont adaptées. Avant, elles étaient stationnées sous forme de détachement. Aujourd'hui, elles sont mobiles.
elles ont des motos, elles circulent en moto. Elles se sont adaptées, c'est-à-dire les chars ont plus ou moins remplacé, les motos ont été remplacées par les chars. Par les chars, bien sûr. Voilà. Donc les motos ont remplacé les chars et puis les unités sont de plus en plus petites. On n'est plus dans la logique où c'est tout un détachement. Ici, aujourd'hui, c'est des petits groupes qui se déplacent et qui communiquent entre eux. Mais est-ce qu'on ne perd pas un peu de terrain? Est-ce qu'il n'y a pas sur place comme ça, à un moment donné, compte tenu du coût de la guerre, le fait que, bon, finalement, eux, ils ont des moyens, on va parler de leurs moyens dans un instant, ils ont des moyens qui sont de plus en plus considérables face à des États qui, malheureusement, n'ont pas tant de moyens que ça. Mais quand même, la réalité est tout autre. Hein. Nous avons acquis des équipements à travers nos partenaires. Les nouveaux partenaires. Voilà, sincères, francs. Et vous avez le sentiment que les Russes sont plus sincères que les partenaires d'avant, les Français? Ça, c'est clair. Il n'y a même pas de débat à ce niveau. Et par rapport à la peine... comprendre, excusez-moi. Quand on dit ils sont plus sincères, ça veut dire très concrètement qu'avant, il n'y avait pas de sincérité dans le partenariat. Comment ça se manifestait? C'est pour dire que si on exprime le besoin d'acquérir des équipements, ils nous facilitent toutes les démarches pour qu'on puisse entrer en possession de nos équipements. Et le partenariat est vraiment sincère et sans embûche. Avant, ce n'était pas le cas? Avant, ce n'était pas le cas. Avant, on ne pouvait pas acheter les armes que l'on voulait? Non, avec certains partenaires, parce que tout était bloqué et vraiment, il fallait vraiment des efforts surhumains pour avoir ce qu'on voulait. Et l'appel lancé par le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, par rapport au fonds de soutien patriotique, les gens ont adhéré, la diaspora a adhéré, et c'est sur la base même de ce fonds qu'on arrive à prendre en charge les forces de défense et de sécurité ainsi que les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Les volontaires pour la défense de la patrie. Voilà. Alors, on a vu récemment une grosse perte de la part du Mali à la frontière algérienne. De ce côté-là, qui a tendu les relations entre le Mali et l'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que ça veut dire que, quelque part, il y a des terroristes qui sont cachés dans le nord, qui viennent frapper le Mali? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu une telle perte? Là, il n'y a pas de doute. Hein. Vous avez parlé, il faut qu'on n'essaie pas d'interpréter les attaques en essayant de lire les événements. On est dans quoi? Ce contre quoi on lutte, c'est des groupes terroristes qui sont sponsorisés par des États de la région et par des États étrangers qui leur donnent des moyens importants pour pouvoir regagner la place qui a été perdue. Donc nous ne sommes pas en train de lutter contre les jeunes gens enturbanés qui sont en face de nous. C'est des guerres par procuration. Alors qui seraient ces États sponsors? L'Ukraine a assumé ouvertement, mais nous ne sommes pas dupes. L'Ukraine elle-même n'est que le casse-sexe d'une coalition de puissances tapis derrière l'Ukraine, y compris la complicité d'États de la région. Et les États de la région, c'est qui? Écoutez, sur votre plateau, je ne vais pas me citer, mais vous avez parlé de l'Algérie. Nous savons, il y a récemment même un drone malien a été abattu à la frontière algérienne. Nous savons que des groupes armés, des groupes terroristes maliens sont en Algérie et qui viennent nous attaquer de là-bas, qui repartent là-bas. Et c'est ce que nous avons demandé à l'Algérie, qu'elle cesse tout soutien à ces groupes, parce que les relations entre les deux pays ne peuvent pas être fondées sur ça. Et ceci n'est pas acceptable pour notre pays. Donc, nos problèmes internes sont nos problèmes internes, et surtout le Mali aussi a les moyens de soutenir des groupes dans des pays voisins. Et si on s'engage dans ce cycle-là, est-ce qu'on n'aura jamais la paix? C'est une menace? Non, ce n'est pas une menace, c'est dire que seulement que si on veut la paix, il faut que, comme on le dit dans la Bible ou dans le Coran, il ne faut pas faire à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc le voisin n'a pas été suffisamment, on va dire, sincère dans la relation, en gros. Non, le voisinage, il faut qu'on sorte de la duplicité et de tous ces concepts. Je crois qu'on est des voisins, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et il ne faut pas que nous ayons la main pour déstabiliser les pays ou aider les gens qui s'inscrivent dans une politique de partition de nos pays. Quel est l'intérêt de l'Algérie de déstabiliser ça, il faudra poser ça aux Algériens. Alors on parle militaire, puisqu'on est dans l'aspect militaire pour l'instant. Quand on regarde, on voit de plus en plus de drones utilisés par ces mouvements. D'où viennent ces drones? Qui donne des drones? Qui arme ces personnes que vous affrontez? Et quelles sont
les moyens pour que ces armes arrivent dans des endroits qui sont totalement, mais on va dire, pour y arriver, il faut vraiment se démerder. Comment faire pour que ces armes arrivent dans ces endroits-là, Monsieur le ministre? Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, dire que qu'est-ce qui a changé depuis que les grandes puissances occidentales sont parties. J'avais parlé tout à l'heure de le fait que nos forces de défense et de sécurité ont gagné en autonomie, mais on a coupé aussi les sources d'approvisionnement pour les terroristes. Avant, ces gens étaient sur le terrain, c'était eux qui les approvisionnaient en armes, c'est eux qui les approvisionnaient en moyens de déplacement, en carburant, en tout. Mais maintenant, qu'ils ne sont plus là, c'est de plus en plus difficile. Je ne sais pas si vous avez suivi la semaine passée la quantité énorme de carburant qui a été saisi dans la région de Zender. Ce carburant a été destiné à... Oui, mais on dit aussi qu'ils saisissent des armes sur des camps militaires qu'ils attaquent et ils partent avec des armes assez importantes dans le même temps. C'est-à-dire que désormais, ils s'approvisionnent directement dans les camps qu'ils attaquent. En fait, c'est pour brouiller les pistes. Les armes qu'ils prennent avec nos militaires, je ne dis pas qu'ils ne prennent pas. Ce serait mentir de dire qu'ils ne prennent aucune arme sur nos militaires, mais ces armes sont connues. Les armes qu'ils utilisent, nos forces de défense ne les ont pas. Ce ne sont pas les mêmes types d'armes. Si vous prenez le type d'armes aujourd'hui qu'ils utilisent, c'est des types d'armes que nos armées n'ont jamais possédées. Donc dire que ce sont des armes qu'ils prennent sous nos militaires, c'est faux. Mais d'où viennent les armes? Ces armes viennent, je vais vous dire, très franchement, d'après nous, les renseignements que nous avons, il y a deux sources. La principale, c'est la complicité de certains pays africains, à travers lesquels ces armes-là sont introduites. Soyons clairs, on est dans un magazine qui s'appelle Parlons vrai, on essaie de parler pour de vrai. Ici, il n'y a pas de censure. Quand vous dites certains pays africains, vous pensez à quel pays qui fournirait des armes à des terroristes pour s'attaquer au pays de l'AES? C'est pas que ces pays-là fournissent des armes, ils facilitent. Ceux qui fournissent les armes, on les connaît, c'est des pays comme la France. C'est eux qui financent, qui fournissent les armes. Vous avez des éléments qui montrent ça? Oui, nous avons des éléments, nous avons des preuves. Et on a même eu à confondre la DGSE française et les drones ukrainiens. L'Ukraine revendique publiquement son soutien au terrorisme. La France le réclame aussi publiquement. Ils ont dit qu'ils vont s'adonner à des actions de déstabilisation. Donc, on n'a même pas besoin de perdre de l'énergie pour prouver que ces pays-là participent. Les pays africains, puisqu'on parlait des pays africains qui facilitent donc l'arrivée de ces armes, c'est quel pays? Pour ces pays, nous cherchons encore, nous sommes encore dans des cycles. Parce que vous savez, quand vous êtes dans des situations comme ça, on cherche à arrondir les angles, on cherche à se réconcilier. Puisque c'est des voisins. Parce que c'est des voisins, on en a besoin. On a besoin de cette réconciliation. Il n'y a personne qui va être en paix seul. Nous ne pouvons pas être en paix sans nos voisins. Donc notre dynamique aujourd'hui, c'est plutôt de chercher à faire en sorte que ces pays-là reviennent à la raison. Donc, ils se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire. Mais vous n'avez pas envie de dire de nom, je suppose que personne n'a envie de citer un nom ici. Voilà. Voilà. On ne voudrait pas arriver là, mais c'est qui est sûr. Ils se reconnaîtront et ils savent que nous sommes en train de faire des efforts. Si aujourd'hui on ne dit rien, c'est dans la perspective qu'ils reviendront à des meilleurs sentiments. Mais si vous avez écouté l'interview du chef de l'État du Niger, le président de la République du Niger, il a fait 3h21 chrono, il en a parlé. Il en a parlé. Et il a donné des exemples précis. Et nous avons des relevés. Voilà, il y a des pays, nous avons eu à faire des rencontres, on leur a donné des preuves. Ils ont promis de nous revenir, ils ne sont jamais revenus. Donc, ce qui fait que c'est d'abord la complicité, et puis ils le font directement, parce qu'ils ont les moyens, ils ont des moyens de transport aérien. Nous ne maîtrisons pas encore totalement notre espace aérien. Ils déplacent les djihadistes d'un endroit à un autre. Vous savez, avant, quand vous partez dans la zone de 3 frontières, il n'y avait que les jeunes de la zone de 3 frontières. Mais maintenant qu'ils ont vu que ces jeunes-là, leur limite, parce qu'ils n'ont pas d'expérience requise, c'est d'ailleurs qu'ils prennent les terroristes pour les amener, pour venir les implanter dans la zone. Donc, c'est avec les mêmes moyens qu'il livre ses drones, qu'il livre ses armes aux terroristes.